Pourquoi la Côte d'Ivoire et le Ghana ont-ils été rejetés par la Confédération du Sahel? Trahissent-ils les intérêts africains au profit de l'Occident? Derrière la décision choc du président Ibrahim Traoré de fermer la porte à ces deux poids lourds de l'Afrique de l'Ouest, se cache une question qui dérange. Tous les dirigeants africains servent-ils vraiment les intérêts de leur peuple, ou bien certains sont-ils toujours sous l'influence des anciennes puissances coloniales, notamment la France? La création de la Confédération du Sahel, unissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a été marquée par une annonce retentissante. La Côte d'Ivoire et le Ghana ne feront pas partie de cette union nouvelle, pourtant présentée comme la réponse africaine à la domination étrangère et à l'exploitation économique. Mais pourquoi ce choix radical? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle des fractures internes du continent, entre nations prêtes à rompre avec l'Occident et celles qui, volontairement ou non, perpétuent des liens de dépendance politique et économique? En refusant d'intégrer des pays aux économies plus développées et culturellement différentes, la Confédération du Sahel veut bâtir une alliance fondée sur l'égalité, l'autonomie et la souveraineté réelle. Selon le président Traoré, accueillir la Côte d'Ivoire et le Ghana aurait ouvert la porte à une nouvelle forme d'impérialisme, cette fois déguisée sous des apparences africaines, mais toujours pilotée par des intérêts occidentaux, en particulier français. Si l'on ignore ces choix et ces mises en garde, l'Afrique risque de replonger dans un cycle de domination où son destin lui échappe à nouveau, sacrifiant unité, stabilité et respect sur l'autel de la dépendance. Mais alors, qu'est-ce que cette exclusion dit vraiment de la vision de la Confédération du Sahel et du futur du continent? Pour comprendre cette stratégie et ce qu'elle change pour l'Afrique, revenons sur les annonces et la vision des dirigeants du Sahel. La Confédération du Sahel, un projet d'unité entre Burkina Faso, Mali et Niger. Mais pas seulement. Depuis des décennies, l'unité africaine fait rêver beaucoup de dirigeants et de citoyens. Mais cette nouvelle confédération, portée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ne cherche pas une union grande à tout prix. Non, ici, il s'agit d'une approche radicalement différente, fondée sur la recherche d'une vraie autonomie et d'une cohésion profonde entre ses membres. Et pour comprendre ce choix, il faut d'abord poser le contexte. Aujourd'hui, la Confédération du Sahel réunit 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 3 États qui partagent une histoire récente marquée par des coups d'État militaires et des ruptures claires avec l'ordre politique traditionnel, souvent associé à l'Occident, et notamment à la France. Ce trio n'a rien d'un hasard. Il s'agit de pays voisins, aux trajectoires politiques similaires, dont les dirigeants actuels, dont le président burkinabé Ibrahim Traoré, affichent ouvertement leur rejet de l'influence étrangère, en premier lieu celle de l'ex-puissance coloniale, la France. Pourquoi cette sélectivité? Les objectifs sont clairs. Les membres fondateurs veulent bâtir une union stable, juste et véritablement souveraine. L'idée n'est pas de rassembler le maximum d'États africains, mais de privilégier ceux qui partagent des affinités culturelles, des défis économiques comparables, et surtout une volonté déterminée de tourner la page de la domination extérieure. Ce choix repose sur des critères stricts, stabilité politique, niveau de développement économique proche, et surtout, rejet de toute forme d'ingérence étrangère. On comprend alors que, pour les leaders de la Confédération du Sahel, accepter des pays trop différents, que ce soit par leur trajectoire politique, leur modèle économique ou leur proximité persistante avec l'Occident, reviendrait à fragiliser l'ensemble du projet. En clair, si l'on intègre des États où l'influence française ou occidentale reste forte, le risque est grand. Celui de voir ressurgir les schémas d'exploitation et de dépendance qui ont marqué l'histoire du continent, et de manquer la chance d'écrire un nouveau chapitre, fait d'égalité et de respect mutuel. La Confédération se veut donc une réponse radicale à ces logiques. Elle refuse la compromission, même si cela implique de recalibrer l'idéal d'unité panafricaine. C'est pour cela que, malgré leur poids économique et leur importance géopolitique, la Côte d'Ivoire et le Ghana ne font pas partie du projet. Leur exclusion n'est pas un détail. Elle symbolise la volonté des fondateurs de rompre avec tout ce qui pourrait rappeler, de près ou de loin, la mainmise occidentale sur la politique et l'économie africaine. Pour eux,
Il s'agit de bâtir une alliance sur des bases solides, entre partenaires qui partagent la même vision de l'émancipation. Mais alors, pourquoi la Côte d'Ivoire et le Ghana sont-ils spécifiquement recalés? Qu'est-ce qui, dans leur histoire et leur situation actuelle, les rend incompatibles avec le projet du Sahel? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Derrière l'exclusion, la peur d'un nouveau colonialisme déguisé. Car si la Confédération du Sahel a choisi de mettre à l'écart la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce n'est pas un simple hasard ni une question de rivalité régionale. Cette décision s'enracine dans un conflit bien plus profond, celui de l'influence persistante des anciennes puissances coloniales et tout particulièrement de la France en Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler le passé colonial de ces deux pays. D'un côté, la Côte d'Ivoire, ancienne colonie française, a gardé des liens extrêmement serrés avec Paris. Économiquement, politiquement, militairement, la France continue d'y peser lourd. Le franc CFA, monnaie héritée de la colonisation, illustre parfaitement cette dépendance économique. Il est non seulement garanti par le Trésor français, mais donne aussi à la France un droit de regard sur les politiques monétaires ivoiriennes. À cela s'ajoute une présence politique et sécuritaire. Bases militaires, conseillers et accords de défense, qui font de la Côte d'Ivoire l'un des bastions de la France en Afrique de l'Ouest. Mais le Ghana, lui, a une histoire différente. Ancienne colonie britannique, il aurait pu s'éloigner des réseaux francophones. Pourtant, ces dernières années, Accra a multiplié les partenariats avec Paris. Les dirigeants ghanéens affichent une diplomatie très ouverte vis-à-vis de la France, vantant les bénéfices d'accords économiques, d'échanges éducatifs et d'aide au développement. Ce rapprochement étonne, d'autant plus que, dans la région, il renforce la présence de la France là où on aurait pu s'attendre à un contrepoids anglophone. C'est là que le bât blesse pour la Confédération du Sahel. Car parmi ses membres fondateurs, comme le Burkina Faso, beaucoup rejettent catégoriquement toute forme d'ingérence occidentale. On se souvient encore de la position ferme de Ouagadougou contre la France. Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, n'a cessé de dénoncer l'empreinte néocoloniale, accusant même explicitement la France de déstabiliser son pays. Récemment, il est allé plus loin, en affirmant que la Côte d'Ivoire et le Ghana serviraient de relais à cette influence, avec des bases militaires françaises prétendument installées dans ces pays pour préparer des actions hostiles contre le Burkina Faso. Cette défiance n'est pas que symbolique. Pour les architectes de la Confédération du Sahel, accepter des États perçus comme trop perméables à l'influence étrangère, c'est courir le risque de voir l'Union fragilisée de l'intérieur. Car derrière les discours sur l'intégration africaine, il y a aussi la crainte d'une exploitation économique renouvelée sous un autre visage, celui de l'impérialisme économique, où la solidarité africaine serait instrumentalisée au profit de puissances extérieures. L'exclusion de la Côte d'Ivoire et du Ghana n'est donc pas seulement un acte politique, c'est un choix stratégique pour préserver l'autonomie et l'esprit anticolonial de l'ensemble. Ce qui est en jeu ici, c'est la capacité du continent à se réinventer sans tutelle, à sortir enfin du cercle vicieux de la dépendance et à fonder des alliances sur des affinités réelles, culturelles, économiques, politiques. À l'inverse, intégrer des pays dont les élites sont jugées trop proches de Paris, c'est risquer d'exposer la Confédération aux mêmes divisions et vulnérabilités qui ont miné tant de projets panafricains. L'histoire récente en témoigne. Chaque fois que des intérêts extérieurs se sont invités dans les débats africains, c'est la stabilité et la cohésion qui en ont pâti. Mais cette exclusion n'est pas une fermeture totale. Au contraire, elle ouvre la porte à de nouveaux membres qui partagent l'esprit de rupture avec le passé colonial. Parmi eux, le Tchad vient d'entrer dans le cercle. Mais quel rôle ce pays peut-il jouer dans le projet de la Confédération du Sahel? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Et si l'avenir de l'unité africaine passait par la sélectivité et l'anticolonialisme? Cette approche, adoptée par la Confédération du Sahel, bouleverse la vision traditionnelle d'une Union africaine qui se voudrait large et immédiate. Plutôt que de rassembler tous les pays voisins sans distinction, la Confédération préfère miser sur un noyau dur de pays partageant une même volonté d'émancipation face à l'Occident, et surtout des affinités culturelles et économiques profondes.
Mais cette stratégie soulève une question cruciale. Qui pourrait rejoindre ce cercle restreint et avec quelles conséquences pour la région? Un exemple marquant, c'est l'invitation lancée au Tchad par le président Traoré, après des discussions avec la ministre de la Culture tchadienne. Le Tchad, bien que n'étant pas membre de la CEDEAO, partage avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger de nombreux points communs. Une histoire marquée par l'ingérence étrangère, des défis sécuritaires majeurs comme le terrorisme et une identité sahélienne forte. Son éventuelle adhésion ne serait pas qu'un simple élargissement géographique. Ce serait une alliance stratégique basée sur des valeurs et des intérêts communs. Pourquoi le Tchad? Parce que son inclusion renforcerait la cohésion régionale, rendant la Confédération plus résiliente face à l'ingérence extérieure. De plus, le Tchad connaît les mêmes menaces sécuritaires que ses voisins du Sahel. Ensemble, ces pays pourraient mutualiser leurs moyens pour résister plus efficacement au terrorisme et aux tentatives de déstabilisation. Notamment celles que Traoré attribue à la France, parfois avec l'aide de certains voisins plus favorables à l'Occident, comme la Côte d'Ivoire. En mettant l'accent sur la solidarité régionale plutôt que sur la simple proximité géographique, la Confédération du Sahel veut proposer un modèle inédit, une union fondée sur des valeurs partagées, la souveraineté et le refus de toute forme de néocolonialisme. C'est une rupture totale avec les schémas d'intégration passés, souvent dictés par des puissances étrangères ou des intérêts économiques extérieurs, et qui n'ont pas toujours profité aux populations locales. Mais attention, élargir le cercle comporte aussi des risques majeurs. Une intégration mal maîtrisée, sans véritables affinités ou engagements partagés, pourrait fragiliser la cohésion du bloc et rendre la Confédération plus vulnérable aux divisions internes. À l'inverse, une sélection rigoureuse de nouveaux membres, sur la base de valeurs et de défis communs, pourrait transformer durablement l'équilibre régional, voire inspirer d'autres régions du continent à repenser leur avenir. En fin de compte, la sélection du Tchad, ou d'autres futurs membres, symbolise cette volonté du Sahel de s'unir autour de principes clairs, loin des influences occidentales et des anciennes logiques de dépendance. C'est un pari aussi audacieux que risqué. Réussir là où tant d'autres unions africaines ont échoué, en bâtissant une solidarité authentique et autonome. Mais cette vision sélective ne s'arrête pas à la géopolitique. Elle touche aussi le modèle de gouvernance. Ce que la stratégie du Sahel peut inspirer à l'Afrique entière, c'est une vraie révolution dans la façon de penser le développement, la sécurité et la gouvernance sur le continent. Regardons de près. En rompant délibérément avec l'influence occidentale, la Confédération du Sahel ouvre une voie différente, centrée sur l'autonomie, la solidarité régionale et le respect des réalités locales. Premier enseignement clé, la gouvernance doit partir du terrain et non être calquée sur des modèles venus de l'extérieur. Le refus des constitutions à la française, imposées à des pays comme le Burkina Faso, en dit long. Ici, on privilégie une refonte constitutionnelle pensée par et pour les citoyens. Cela signifie un processus plus inclusif, où la volonté populaire façonne véritablement les institutions. En mettant en avant des modèles inspirés des traditions africaines, on s'attache à bâtir des États plus résilients et adaptés à leur contexte spécifique, loin des schémas étrangers souvent mal adaptés. Deuxième leçon. La lutte anticoloniale ne se résume pas à des slogans. Elle se concrétise dans de nouvelles formes de participation populaire. À travers la mobilisation de près de 100 000 volontaires civils au Burkina Faso, par exemple, la Confédération montre qu'au-delà de la seule armée, la société tout entière devient actrice de sa sécurité. On assiste à une coordination régionale renforcée, où chaque pays apporte sa contribution, qu'il s'agisse du partage d'informations, de la coopération militaire ou du soutien logistique. Cette solidarité n'est pas seulement symbolique. Elle accélère la réactivité face aux menaces, renforce la confiance entre les peuples et limite la dépendance à des interventions étrangères, souvent intéressées. Troisièmement, il y a un vrai avantage à construire une union sur la base d'affinités réelles, qu'elles soient économiques, culturelles ou historiques, plutôt que d'élargir à tout prix avec des partenaires aux intérêts divergents. L'exclusion du Ghana et de la Côte d'Ivoire, pays économiquement plus puissants mais avec des orientations politiques différentes, est un choix stratégique.
Il vise à éviter que ne se reproduisent les déséquilibres ou la domination économique qui ont miné de nombreux regroupements africains par le passé. C'est aussi une manière de s'assurer que chaque État membre bénéficie d'un pied d'égalité, renforçant ainsi la cohésion et l'efficacité de l'ensemble. Mais attention, ignorer ces leçons, c'est courir le risque de reproduire les erreurs historiques, de rester vulnérable aux ingérences extérieures et de voir l'Afrique marginalisée dans les grands enjeux mondiaux. Si la souveraineté, la stabilité et la réputation internationale des États africains tiennent à cœur, il devient urgent de repenser l'intégration, la gouvernance et la sécurité à la lumière de cette expérience sahélienne. Cela requiert du courage politique, mais aussi une lucidité sur ce qui fonctionne ou non dans nos propres systèmes. Alors, en observant la Confédération du Sahel, on se demande: l'Afrique choisira-t-elle de s'inspirer de cette démarche sélective et anticoloniale, ou poursuivra-t-elle sur la voie des unions larges et fragiles, souvent dictées par l'extérieur? Pour terminer, quel choix feriez-vous pour l'avenir de l'Afrique? L'émancipation africaine commence par des choix courageux. Et vous, où vous situez-vous? Ce n'est pas seulement une question de politique ou de frontières, mais celle du droit des peuples africains à décider de leur propre destin sans pression extérieure. La Confédération du Sahel, en choisissant d'exclure la Côte d'Ivoire et le Ghana, ne cherche pas à diviser l'Afrique, mais à tracer une nouvelle voie, celle d'une union basée sur l'autonomie réelle, l'égalité et des affinités ancrées dans la culture et l'économie régionale. Ce choix peut paraître radical, mais il répond à une crainte profonde, celle de voir se répéter l'histoire d'une Afrique instrumentalisée par des intérêts étrangers, notamment occidentaux. Certains diront que l'unité africaine ne peut qu'être inclusive, que chaque pays doit avoir sa place à la table. Mais la réalité, c'est que l'histoire récente a montré combien une union trop large, trop hâtive, peut devenir vulnérable à la manipulation et à la dépendance. La Confédération du Sahel, elle, parie sur une intégration sélective, fondée sur la confiance mutuelle, la solidarité face aux défis sécuritaires et surtout, la volonté commune de rompre avec l'héritage colonial. Les efforts pour renforcer la sécurité, comme l'enrôlement massif de volontaires civils au Burkina Faso, envoient un signal fort. Ici, la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté n'est pas négociable. C'est cette autonomie, cette capacité à s'organiser et à riposter collectivement contre les menaces, qui redonne à la région sa fierté et sa dignité. Mais la véritable question, c'est celle-ci. Jusqu'où l'Afrique doit-elle aller dans sa quête d'indépendance? Faut-il sacrifier l'unité pour l'autonomie? Ou au contraire, risquer de reproduire, à travers des unions mal pensées, les mêmes schémas de domination économique? Ces choix sont lourds de conséquences, parce qu'ils conditionnent non seulement la stabilité et la prospérité du continent, mais aussi la manière dont le reste du monde perçoit et traite l'Afrique. Rester spectateur, c'est laisser d'autres dessiner notre avenir. S'engager, c'est prendre part à la construction d'une Afrique qui ne subit plus, mais qui décide. Alors, votre voix compte. Votre compréhension des enjeux, votre engagement citoyen, vos discussions dans votre entourage, tout cela pèse dans la balance. Le débat sur la souveraineté africaine ne se joue pas seulement dans les sommets internationaux, mais aussi ici, entre nous, à travers chaque question posée et chaque prise de position assumée. Dites-nous en commentaire. La Confédération du Sahel a-t-elle raison de privilégier une intégration anticoloniale, même si cela signifie exclure certains voisins? Ou, au contraire, l'avenir du continent dépend-il d'une union africaine la plus large possible, coûte que coûte? Rejoignez la discussion, partagez vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer avec nous l'histoire, la culture et la lutte pour l'émancipation de l'Afrique. Ensemble, faisons résonner la voix du continent et inspirons le changement. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.